vous êtes probablement victime de l'une des plus grandes escroqueries du 21e siècle. Et si je vous dis ça, eh bien c'est parce que vous avez vu le titre. L'homéopathie, c'est probablement la forme de charlatanisme la plus aboutie au monde. Et ça, ce ne sont pas mes mots, hein. Ce sont ceux de Edzard Ernst, probablement le plus grand spécialiste mondial des médecines alternatives. Mais en fait, vous êtes peut-être de ceux qui ne sont pas du tout étonnés par ce que je viens de vous dire. En 2018, une tribune paraît dans le Figaro. Elle est signée par 124 professionnels de la santé et ils qualifient l'homéopathie de dangereuse, coûteuse, irrationnelle. Et depuis, on a vu paraître une centaine d'articles, de vidéos, de débats et d'émissions sur le sujet. Et au sein de la communauté scientifique, l'homéopathie ne fait plus vraiment débat. Malgré 180 années de recherche, elle n'a jamais convaincu. Aujourd'hui, l'homéopathie, elle est utilisée par près de 20% de la population française. Elle est vendue dans plus de 40 pays européens et elle constituait un marché de plus de 7 milliards de dollars en 2022. Mais alors, comment une médecine qui n'a jamais fait ses preuves d'efficacité est parvenue à convaincre la terre entière de son utilisation? Comment se fait-il que l'homéopathie continue de se répandre toujours plus quand on sait que ça n'a aucune valeur scientifique et que son créateur avait tout d'un gourou autoproclamé? Bon, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler d'homéopathie. Mais ici, je vais pas juste vous expliquer que l'homéopathie, eh bien, ça n'a aucune valeur scientifique. Le sujet a déjà été traité des milliers de fois, alors on va changer un petit peu d'angle. La raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce sujet, c'est parce qu'il démontre des biais et des comportements humains dont on est tous victimes et que je trouve ultra intéressant. On va pas se le cacher, je prends plutôt position dans cette vidéo et je pense que ça va faire réagir. Pensez juste à mettre des arguments dans les commentaires plutôt que des insultes, voilà, ça me ferait plaisir. Alors soyons clairs, que vous vous soignez à la médecine classique, à l'homéopathie, aux fleurs de bac, au gazon de jardin, voilà, vous avez tous une place ici. Vous êtes tous les bienvenus chez Léorianus. Je suis pas encore sûr de cette phrase. Alors laissez-moi vous plonger dans l'histoire d'une des plus grandes arnaques de notre époque. Le fondateur de l'homéopathie, c'est lui, Samuel Hahnemann. C'est un médecin et traducteur allemand qui n'aimait pas vraiment la médecine de son époque. On est en 1790. C'est quand même une époque où on pratiquait des techniques comme la saignée. La saignée, en gros, c'est une méthode plutôt douce qui consistait, afin d'évacuer la maladie, de vous vider de votre sang. Vous allez mourir. Ah oui? Oui? C'est con. Oui, c'est con, oui. Et un beau jour de 1790, il traduit l'œuvre de William Cullen. Il découvre dans ses écrits que l'on peut traiter le paludisme à l'aide d'un arbre péruvien appelé quinquina. Et en essayant le quinquina sur lui-même, Samuel commence à avoir les symptômes du paludisme. Et de là, il va en conclure que les éléments qui peuvent nous guérir peuvent également nous rendre malades. Et c'est là qu'il s'approprie le principe de similitude. C'est la base de l'homéopathie. Encore aujourd'hui, c'est là-dessus que repose toute la médecine homéopathique. Samuel va continuer ses tests avec des produits comme de la belladone ou des produits assez doux comme de l'arsenic, jusqu'à en arriver au point culminant en 1810 où il écrit son ouvrage « L'Organon, l'art de guérir ». Et il repose sur 3 principes fondamentaux. Le fait que vous ayez un traitement qui soit personnalisé, en gros, chaque traitement est propre à chaque individu. La similitude, donner au malade la même substance qu'il a rendu malade, et la dilution, qui consiste à diluer une substance dans de l'eau ou de l'alcool. L'Organon va avoir une influence considérable sur les médecins et sur la population. À l'époque, se soigner, ça pouvait être presque plus dangereux que la maladie elle-même. Et avec l'homéopathie, les patients ne se vident plus de leur sang. Comme le dit l'expression, ne plus se vider de son sang, c'est quand même super. Ah oui. L'homéopathie va alors se propager progressivement. Samuel commence à l'enseigner à ses élèves en qualifiant l'homéopathie d'art divin. Également, il explique à ses élèves qu'il est un agent de la révélation envoyé par Dieu car il aurait trouvé là une loi fondamentale de la nature. Alors il décide d'organiser des pèlerinages dans son village de naissance où il lit l'Organon, son livre aux villageois, et leur demande une foi totale en l'homéopathie. Il exige une obéissance absolue. Et voilà comment on vire à la secte. En parlant du culte de la personnalité, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, j'offre des posters de moi. Pour le recevoir, écrivez poster en commentaire. À partir de là, l'homéopathie va ne faire que gagner en popularité. Les pharmacies homéopathiques apparaissent, la Ligue internationale de l'homéopathie naît, l'entreprise Boiron, qui est la plus grande entreprise homéopathique au monde, est créée. Donc en 1970, depuis 170 ans, on fait usage de la médecine homéopathique. Mais alors, est-ce que l'homéopathie ça fonctionne? Lui, c'est Edzard Ernst. On en a déjà parlé au début de la vidéo. Et on pourrait le considérer aujourd'hui comme le plus grand spécialiste des médecines alternatives au monde. Et il y a une histoire qui est ultra intéressante sur le sujet. Lorsqu'il est petit, le père de Edzard est médecin, et depuis toujours il baigne dans l'homéopathie. Pour lui, l'arsenic dilué, c'est au petit déjeuner. Et en grandissant, il va lui-même devenir médecin. Un jour, il voit passer une offre pour un institut
pour étudier et devenir prof d'université des médecines alternatives. Il parvient à décrocher le boulot. Il était le premier homme qui, en Angleterre, allait étudier scientifiquement les médecines alternatives avec une équipe de 20 chercheurs. Were extremely productive, but our results did not really show what enthusiasts had been wanting us to show. Very few of our results were encouraging or positive. Most of them were negative. Certainly in homeopathy, virtually every single result that we published was negative. And I quickly became the enemy of the world of homeopathy. So that's me. L'homme qui s'apprêtait à devenir le meilleur allié de l'homéopathie devient, en tentant de tout faire pour que ça fonctionne, son pire ennemi. Parce qu'après toutes les études sur l'homéopathie qu'il a fait, il s'est vu coller un procès par le prince Charles lui-même à l'époque. Et il explique que c'était la pire période de sa vie. Il tombe fortement malade, et après 3 mois passés devant les tribunaux, il sort gagnant de son procès devant le roi. Il va ridiculiser au passage le prince Charles, mettre un sérieux coup à l'homéopathie, et évidemment, il va avoir un sacré coup de pub après ça. En 2005, la prestigieuse revue médicale de Lancet affirme que l'homéopathie ne vaut pas plus qu'un placebo. Et depuis en Suisse, eh bien, il n'y a plus de remboursement homéopathique. La NHMRC, un institut australien de renommée, a étudié 57 travaux. Le résultat, ça ne vaut pas plus qu'un effet placebo. Et depuis en Angleterre, on ne rembourse plus l'homéopathie. Et en France, en 2018, un groupe de médecins s'est soulevé en qualifiant l'homéopathie dangereuse, coûteuse, irrationnelle. Et depuis, eh bien l'homéopathie n'est plus remboursée. Alors avant que la 3e guerre mondiale ne se déclenche ici même dans les commentaires, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'homéopathie ? Tout d'abord, eh bien ça ne vaut pas plus qu'un effet placebo. L'effet placebo, c'est pas le fait d'avoir le groupe de musique placebo en tête, hein. Blague pour les plus de 30 ans. L'effet placebo, c'est quand un patient ressent une amélioration de son état de santé, après avoir reçu un traitement qui n'a pas un impact réel sur la maladie, comme une pilule de sucre par exemple. Vous pensez que ça marche, et c'est fou, il y a vraiment une amélioration de l'état de santé. Ça peut aller jusqu'à 30% d'amélioration. Le placebo en fait, c'est le contexte qui va surtout jouer un rôle. Le charisme du médecin, le temps que le médecin nous accorde, et logiquement on se dit « mais le médicament m'a soigné ». Eh ben non. Et pourtant, vous avez réellement amélioré votre état de santé. Ensuite, l'homéopathie, en 200 ans, eh bien, elle n'a absolument pas évolué. If you are sitting an exam in classical homeopathy, Hahnemann would certainly pass the exam. If you have a physician from that time sitting an exam for internal medicine, he would not even get 1 point out of 100. Et troisièmement, l'homéopathie, elle est diluée à un point que les médicaments ne contiennent plus rien. C'est pas une expression, on va tellement la diviser qu'il restera maximum un atome. Vous savez comment c'est grand un atome ? Eh ben c'est pas très grand. Mais heureusement, les homéopathes ont inventé une théorie pour ça, la mémoire de l'eau. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que l'eau est capable de mémoriser la matière quand elle est diluée. Mémoriser, avec sa mémoire d'eau. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop envie de justifier sur pourquoi la mémoire de l'eau ça marche pas, mais voilà, il y a plein de vidéos sur internet qui vous l'expliqueront bien mieux que moi, et si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, eh bien allez vous renseigner. Alors, c'est pas pour cracher sur l'homéopathie, mais est-ce que ça donne réellement envie de se soigner à l'homéopathie quand on entend tout ça ? Ici, je fais genre, hein, je veux pas avoir le discours du « Ah mais c'est pas scientifiquement prouvé ». Mais Mais je te dis que... Alors pourquoi une médecine avec laquelle on a au moins 100 raisons d'être juste au moins sceptique est parvenue à conquérir la planète entière ? Eh bien déjà dans le monde, elle est surtout utilisée en Inde, en France, en Allemagne. L'Europe en fait est une grande consommatrice. Et c'est pas pour rien. Parce que comme on a pu le voir, c'est quelque chose d'hyper ancré chez nous, dans notre culture. C'est là depuis 200 ans, c'est quelque chose qui est culturel. On a également l'entreprise Boiron, et qui est une entreprise française. Mais pour quelle raison un individu comme vous et moi l'adopterait ? Eh ben, la première raison, c'est évidemment une question de croyance. On croit que ça fonctionne. On se dit, mais ça fonctionne pour moi. Et notre contexte joue un rôle crucial là-dedans. On n'est parfois même pas conscient de ce qu'on ingère ou de ce que c'est que l'homéopathie. Ça nous rassure comme un médicament classique, quoi. On a peut-être une famille, des proches qui font usage de la médecine homéopathique et on n'est pas amené à remettre ça en question. Si vous avez un environnement comme celui-là, eh bien forcément, vous serez influencé. Notre recherche de bonheur, de bien-être, mais surtout de prendre soin de sa santé, nous amène à vouloir consommer quelque chose de plus naturel. Et puis, quelle bonne image ça a aujourd'hui, le naturel. On entend ça partout. Ce retour à des choses naturelles, eh ben, il n'est pas nouveau. Il était déjà prôné par Samuel Hahnemann, et c'est également un discours qu'on avait dans les années 1920 lorsque l'homéopathie renaît à cette époque. On cherche des alternatives à la médecine conventionnelle. Après, c'est vrai que la médecine généraliste, c'était un peu autre chose à l'époque. Si votre médecin vous conseille aujourd'hui la saignée, eh bien oui,
tournez-vous vers l'homéopathie. Mais ce retour à la nature, c'est également un message qui est martelé par l'industrie homéopathique. Il suffit de regarder les slogans marketing de Boiron. Pourtant, est-ce qu'on retrouve vraiment que des choses naturelles dans l'homéopathie? Another thing that people believe about homeopathy, it's natural. They think it is based on plants. Homeopathy can be based on anything. Anything from X-rays to vacuum to Berlin Wall and also plants, but anything really. Ensuite, je me suis renseigné sur les ingrédients qui constituaient les traitements homéopathiques. J'ai pris des trucs assez communs, je suis pas allé chercher des trucs trop lointains. Mephitis putorius. Alors, Mephitis putorius, c'est de la glande anale de putois. Et c'est recommandé en cas de trouble du comportement ou bronchite. Donc on choisirait l'homéopathie pour que ça soit plus doux, mais est-ce que ça l'est vraiment au final? But it's not harmless because it is used as an alternative for effective treatment. If that happens to a patient who has rheumatism, it perhaps isn't that bad, except that patient's pain. If it happens to a patient who has cancer, it will almost certainly hasten his demise. It will kill him. The advice of homeopaths to treat cancer and to use it as an alternative treatment for cancer is lethal. Une étude en 2023 a démontré que les participants adhéraient justement à l'homéopathie, y croyaient parce qu'elle possède un caractère plus spirituel. Et par spirituel, on entend deux choses. Il y a premièrement un caractère qu'on pourrait qualifier d'ésotérique, une croyance avec une connexion à quelque chose de sacré, dans la connexion avec les autres, la nature, ou ce qu'on souhaite entendre. Mais l'étude montre que c'est surtout l'approche spirituelle dans la globalité qui plaît. On pourrait plutôt définir ça comme du bien-être, le lien du patient avec le médecin dans la gestion de la maladie. Le sentiment d'être écouté et le bien-être que ça procure. Et c'est d'ailleurs probablement une des raisons du succès de l'homéopathie à l'époque de Samuel. Comme on a pu le voir, l'homéopathie repose sur un traitement qui est personnalisé. Et déjà à l'époque, Samuel mettait un point d'honneur à véritablement écouter son patient pour lui donner le traitement qui lui correspondait. Une médecine qui vous donne un vrai sentiment de bien-être, combinez ça à l'effet placebo. Pourquoi aller vers une médecine barbare à l'époque quand une médecine douce peut faire ses preuves? Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. La médecine classique a fait plus que ses preuves dans le traitement des cancers, des maladies, etc. Alors est-ce que les médecines parallèles pourraient disparaître au profit de celles qui ont une valeur scientifique? No, it would be very naive to think that the human need for something mystical, for something other than science will ever disappear. Notre époque est perdue dans une quête de spiritualité, de recherche du bonheur, du bien-être. On peut probablement prendre ici un peu de recul. Est-ce que la raison pour laquelle on se tourne vers une médecine qui n'a aucune valeur scientifique, est-ce que c'est pas tout simplement notre besoin de réconfort? Et par conséquent, ça va au-delà de l'homéopathie. La liste des médecines alternatives qui n'ont aucune valeur scientifique est grande. Et comme pour l'homéopathie, on consulte des médecins qui les pratiquent. Alors, qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on va chez ces médecins? Pour avoir moi-même consulté des médecines alternatives, je comprends tout à fait de quoi ils parlent. J'ai vécu plusieurs fois cette expérience. Une salle d'attente à la musique méditative posée, ornée de multiples décorations tibétaines, de bambous droits où se glisse un parfum d'encens. Le hall d'entrée respire déjà la chaleur. Le médecin, lui, fait preuve d'écoute pendant la consultation. Lorsqu'on lui explique ce qu'on ressent, il a l'air d'avoir le temps. L'air même d'être plutôt ouvert d'esprit. Ça se ressent même dans la décoration. L'ambiance calme, rangée, les couleurs ocre et orange du lieu. Il y aura même quelque chose de spirituel qui s'en dégage. Mais surtout, le médecin fait preuve de bienveillance quand il nous écoute. On se sent simplement rassuré, comme en sécurité, prêt à se livrer. L'angoisse qui nous étreignait il y a une heure, cloîtrée chez nous, s'est maintenant éteinte depuis qu'on est rentré dans cet endroit, presque hors du temps. À une époque où j'allais moins bien, j'étais prêt à être réceptif à cet univers pour ce qu'il émane et pour ce qu'il m'apporte, plus que pour les chiffres scientifiques dont j'avais même pas conscience. Et si je critique l'homéopathie dans cette vidéo, et à titre plus global, les médecines n'ont aucune valeur scientifique, sachez que j'étais le premier client de tout ce qui était alternatif à une autre époque. En fait, je comprends qu'on puisse se glisser dans quelque chose d'alternatif parce que ça nous réconforte. Alors disons-le, dans une société qui est anxiogène comme la nôtre, est-ce que c'est étonnant que du monde s'adonne à des croyances alternatives sans même regarder ce qu'en pense la science? Pourquoi est-ce qu'on arrêterait un placebo quand il semble pas nous faire du mal? Justement, j'avais cette discussion avec mon colocataire, qui est même conscient de l'inefficacité de l'homéopathie, et qui pourtant, il souhaite pas s'en détacher. Pourquoi est-ce qu'il devrait arrêter son placebo?
Eh bien, je suis content que vous ayez posé la question. I've met lots of homeopathic doctors. I've worked in the hospital, and one thing I will always say is that they have a lot of compassion, empathy, time, everything people crave for, to be understood, to be given that compassion, is some sort of psychotherapy. In that sense, homeopathy is quite good. And to put it simply, one could say good medicine is composed of two elements. We used to call one the art of medicine, the other one the science of medicine. Homeopathy and homeopaths are very good at the art of medicine, zero at the science. If we look at lots of what is happening in modern medicine, in scientific medicine, obviously very, very good at science, often forgetting the art of medicine. Why homeopathy is so popular, and I think it is that need for more empathy, for more understanding, for more therapeutic contact. Il y a pourtant un point positif, comme l'explique Ernst dans l'interview, en différenciant l'art de la médecine et la science de la médecine. Si les gens se tournent aujourd'hui vers l'homéopathie, c'est probablement aussi parce que la médecine classique ne remplit pas toutes les cases de ce que le Dr Ernst appelle ici l'art de la médecine. Si l'homéopathie a bien quelque chose à apprendre à la médecine conventionnelle, c'est l'art dont elle sait faire preuve. Et je pense que si un médicament homéopathique peut être un très bon placebo, la médecine classique peut probablement s'inspirer de son art et faire tout aussi bien. Et nous n'avons pas besoin de charlatans pour ça. Alors, il est probablement possible de retisser ce lien entre le patient et le médecin. Abonne-toi à la chaîne.